C'est un conflit oublié qui a frappé la République démocratique du Congo de fin octobre à décembre dernier. Non pas à l'est, à la frontière du Rwanda, mais dans le nord-ouest du pays, dans la province de l'Équateur. Un conflit qui est d'abord parti d'un différend sur l'accès aux zones de pêche dans la région, mais qui a très vite dégénéré. 270 morts officiellement et des conséquences dramatiques pour la population, car ces violences intercommunautaires ont provoqué la fuite de dizaines de milliers d'habitants. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, environ 107 000 personnes sont aujourd'hui réfugiées de l'autre côté de la frontière. Ils ont traversé ce fleuve Ubangi qui sépare la RDC de la République du Congo et se retrouvent donc aujourd'hui dans une situation sanitaire catastrophique avec toujours la peur de rentrer chez eux. Les réfugiés oubliés de la Likwala au Congo, c'est donc le focus du jour. Avec nous sur ce plateau pour en parler, James Ngumbu, bonjour. Vous êtes journaliste, secrétaire général de l'association de la presse panafricaine APA. Alors vous allez nous livrer votre analyse de la situation. C'est une région que vous connaissez très bien. Mais d'abord, on va partir tout de suite rejoindre au Cap Eva Gilliam. Eva, bonjour. Vous êtes allée à la rencontre de ces réfugiés au Congo. On va voir votre reportage dans un instant. Il faut peut-être d'abord rappeler que la situation de ces réfugiés, elle n'est pas vraiment nouvelle. C'est une population qui a déjà été habituée à l'exil, hein. Oui, depuis 2000, depuis le début de la guerre civile, disons 98, il y avait un grand mouvement de personnes qui ont fui la violence en Équateur sous les rebelles de Jean-Pierre Bemba. Et donc ils ont passé près de 8 ans, plusieurs des réfugiés, près de 8 ans là à Likwala, en République du Congo. Ils étaient repatriés seulement en 2008 par le UNHCR. Et donc maintenant, ils se trouvent dans la même situation. On va tout de suite regarder votre reportage. 107 000 réfugiés en tout. Ils sont installés dans des conditions très précaires le long de ce fleuve Ubangi qui sépare les deux pays, dans des camps forcément très difficiles d'accès. On regarde votre reportage. Nous sommes ici dans le camp de Falco, district de Betou, au Congo-Brazzaville. Ces réfugiés sont originaires du pays voisin, la République démocratique du Congo, de l'autre côté du fleuve Ubangi. Depuis 4 mois, ils fuient les violences interethniques qui déchirent leur région. Un conflit qui a failli coûter la vie à Makele. Ce matin-là, nous étions dans le bateau en direction de la ville d'Eboko quand des hommes en armes de l'ethnie Lobala ont ouvert le feu sur notre bateau. Beaucoup de gens ont été tués, parmi eux ma sœur aînée. Ma fille Ruth a eu une balle dans la jambe. Makele a finalement réussi à franchir le fleuve avec ses 6 enfants. La petite Ruth a survécu à ses blessures mais perdu sa jambe. Ce jour-là, les hommes armés nous ont attaqués alors qu'on prenait le bateau. J'ai reçu une balle dans la jambe et après on a dû m'amputer. Depuis octobre 2009, les Nations Unies ont recensé 117 000 réfugiés au Congo-Brazzaville, dispersés sur plus de 300 km le long du fleuve Ubangi. La population de certains villages a été multipliée par 4. Et bien que le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNICEF et d'autres ONG assurent la distribution des produits de base, la situation humanitaire reste préoccupante. C'est une urgence alimentaire. Même si au jour d'aujourd'hui, les pourcentages de malnutrition ne sont pas alarmants, ils sont entre 2 et 3% d'après une étude qu'on a fait début janvier. On pense que ça risque de se transformer en urgence alimentaire s'il n'y a pas de réaction de la part du Programme alimentaire mondial. Les organisations humanitaires ont construit des écoles et distribué des kits d'éducation à près de 3000 enfants dans 15 sites différents. Mais l'aide aux réfugiés est fortement gênée par les opérations militaires en République démocratique du Congo. L'armée régulière soutenue par les Nations Unies a multiplié les offensives pour reprendre contrôle de la région de Dongo. La guerre entre les ethnies Bola et Lobala porte sur l'accès aux terres cultivables et aux zones de pêche. Pour l'instant, peu de réfugiés osent retourner chez eux, de l'autre côté du fleuve frontière. Eva, on vient de voir votre reportage. Ces réfugiés, est-ce qu'ils commencent à revenir dans leur village ? Non, jusque-là, ils ne rentrent pas. J'ai parlé avec plusieurs réfugiés, les posé des questions. Pour eux, l'insécurité règne. Donc maintenant, c'est les FRDC, les forces armées des RDC, qui sont en train de chercher les insurgés et ça donne encore l'insécurité à la population. Ils font les exactions suivant les crimes contre l'humanité. Et pour la population locale,
c'est hors de question de rentrer maintenant. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci également pour votre reportage, Eva. Et avec nous sur ce plateau, James Ngumbu. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association de la presse panafricaine et journaliste. Ce conflit, il est parti d'un différend autour de la propriété, autour d'un étang. C'est un conflit interethnique ? Oui, absolument. Moi, je crois qu'il y a d'abord deux choses, il faut préciser. C'est vrai que le début a été un conflit qui a été lié à une confrontation ethnique. Mais aujourd'hui, si vous vous rendez donc à travers les reportages, c'est un conflit ethnique, mais on ne comprend pas comment est-ce que ces conflits met en débandade toute une armée. Et je crois que vous avez aussi appris que ces mêmes personnes ont tiré sur l'hélicoptère de la MONUC. Moi, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses et des raisons qui ont fait que ces conflits perdurent. Donc, je crois Vous pensez que c'est une rébellion contre le gouvernement central ? Moi, je ne veux pas. En fait, une rébellion, ça c'est le mot du gouvernement. Bon, mais ces gens que nous avons contactés ne voudraient pas qu'on parle d'une rébellion, mais plutôt d'une résistance. Parce que ce qui se passe au Congo, à Dongo, on les trouve aussi partout dans des régions congolaises, notamment au Kivu, à l'Ituri et ailleurs. Donc c'est pas vraiment une rébellion, mais c'est une résistance. Est-ce que c'est une rébellion ? Je dirais oui. Pourquoi ? Je crois qu'il y a des raisons. Parce que c'est tout simplement un ras-le-bol. Alors, vous savez qu'ils sont déjà qui sont rackettés par les militaires, qui sont abandonnés par le gouvernement central. Et là, vous savez qu'ils ne peuvent pas retourner. Donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, à mon avis. Donc, vous faites un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord et ce qui se passe à l'Est, même si la situation est différente. En tout cas, ce sont des conflits interethniques qui se ressemblent avec l'absence du gouvernement central. Effectivement, parce que ce qui se passe aujourd'hui à Dongo me rappelle encore ce qui a commencé dans l'Est de la RDC. Donc, vous vous rappelez, en 96, c'était quelque chose qu'on a dit, c'était juste tout simplement un soulèvement de l'ethnie Banamulenge. Et la suite, aujourd'hui, on sait là où nous sommes. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne peut pas aujourd'hui être résolu ? Je crois que le gouvernement central a d'abord essayé de minimiser la problématique. Et aujourd'hui, on sait que là où nous en sommes. Donc, quelque chose, à mon avis, que le gouvernement n'a pas pu gérer comme il faut. Donc, il y a une responsabilité de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette région ? Qu'est-ce qui empêche véritablement ces populations de rentrer ? Il y a des milices, c'est dangereux ? Alors, cette population, d'abord, est partie de Dongo pour se réfugier ailleurs. Et vous savez qu'il y a d'abord environ 55 localités qui ont été brûlées. Et des morts, au-delà de 300 même, et parmi lesquels il y a aussi de militaires. Donc aujourd'hui, comment est-ce que ces gens peuvent rentrer ? Ça, on a suivi les reportages, quand on sait qu'il n'existe aucune infrastructure, les maisons ne sont pas là, les écoles ont été brûlées, et même, semblerait-il, certains postes administratifs ont été brûlés. Donc je vois très mal comment est-ce que ces gens peuvent rentrer aujourd'hui. Donc c'est ça la question qu'on se pose. Le gouvernement de Kinshasa s'inquiète de la situation de ces réfugiés ? Le gouvernement de Kinshasa s'inquiète de la situation des réfugiés. Bon, je dirais oui, non. Et vous savez rappeler que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a présenté la question lors des assises de l'ONU. Donc c'est le Congo-Brazzaville. C'est le Congo-Brazzaville qui a parlé de la situation du Congo. Pendant qu'il y avait des autorités congolaises d'en face de la RDC qui ont assisté à la réunion. Vous voyez, c'est ça un peu la difficulté à comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais est-il vraiment impliqué dans la situation ? La réponse est difficile à donner. Merci beaucoup. J'ajoute que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont aussi fui à l'intérieur du pays, des réfugiés intérieurs, à l'intérieur de la RDC. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre cette situation de ces réfugiés oubliés. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.